fait, ils vont se planter. Ouais. Et puis ils s'en sortent C'est avec devenu, un truc incroyable. C'est devenu un couteau suisse de notre quotidien. Sur l'iPod comme sur l'iPhone, ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que le client rentre, il donne sa carte bleue, il a oublié qu'il avait donné en fait sa carte bleue, et finalement on se retrouve dans un univers fermé, dans un hypermarché extraordinaire, où on consomme sans s'en apercevoir. C'est ça sa vraie révolution, à mon avis. Ouais. C'est un univers 100% marchand, et on l'oublie totalement. Ouais. Et on a peut-être aussi oublié dans l'hommage qui lui a été rendu que c'était d'abord quelqu'un qui vendait des produits. Alice Antôme, on parle de cet hommage planétaire, comment il s'est présenté, on va dire, sur Internet. D'abord, vous, comment vous avez appris sa mort? Comme beaucoup de gens, jeudi matin, en me réveillant, j'ai vu une alerte sur mon téléphone portable qui se trouvait être un iPhone, donc un produit inventé par l'homme qui venait de mourir. Ouais. Donc c'est un peu l'ironie du sort, mais ça a été le cas d'énormément de gens. Le jour, donc jeudi 6 octobre, le jour où on a appris la mort de Steve Jobs, c'était vraiment une journée de deuil international sur tous les supports numériques. C'était vraiment assez exceptionnel ce jour-là. Le nombre de messages postés sur les réseaux sociaux a vraiment littéralement explosé. Au moment le plus fort, notamment sur Twitter, on a eu près de 40 000 tweets par minute avec le nom Steve Jobs. Pour vous donner des éléments de comparaison, auparavant, le 29 avril dernier, lorsque le prince William et Kate Middleton se sont mariés, on en était à 15 000 tweets par minute. Et puis, il y a 2 ans, lors de la mort de Michael Jackson, à l'époque, cela avait atteint 5 000 tweets par minute. Alors, certes, en 2009, c'était il y a 2 ans, il y avait moins de monde sur les réseaux sociaux, mais quand même. Et notamment Twitter. Quel genre de messages postés par les internautes? Beaucoup de messages de tristesse, certains messages qui donnaient des citations clés de Steve Jobs, comme par exemple être l'homme le plus riche du cimetière ne m'intéresse pas. Mais le plus intéressant, j'ai trouvé, c'était surtout des photos qui lui rendaient hommage et qui reprenaient les codes visuels de la marque à la pomme, notamment des iPhones qui pleurent, des pierres tombales en forme d'iPod. Ça reprenait évidemment l'élégance, le minimalisme, les ombres noires, tout ce qui a fait la marque à la pomme. Et c'était aussi une façon de dire vraiment merci à Steve Jobs pour avoir rendu l'informatique un peu moins laide que ce que l'on avait connu auparavant. Ouais, rapidement, puis on va l'évoquer avec nos invités. Comment on peut expliquer ce deuil planétaire? Est-ce que c'est rationnel? C'est pas vraiment rationnel et c'est du coup très difficile à expliquer. Mais l'une des raisons de cet engouement et du coup de l'émotion que ça a suscité, c'est que dans l'imaginaire des gens, Steve Jobs, c'est un peu un super-héros doté de super pouvoirs, capable de résoudre en quelques coups d'iPhone les problèmes dans votre vie. Et c'est presque un personnage de jeu vidéo. Il a créé un monde à part, rempli de produits Apple, à l'opposé du monde des PC. Et à ce propos, on a retrouvé une vidéo qui date de 2007, qui est une vidéo parodique, qui donc reprend le personnage de Steve Jobs en noir comme un personnage de dessin animé, avec Bill Gates, l'ex-patron de Microsoft, également personnage de cette vidéo. On la regarde. Ah! What's that? It's an iHouse. But there's no windows. Exactly. PCs still control 90% of the market. Not for long. Ah! Huh? Ah! An Explorer window? How did you... Windows works on a Mac now. Remember? Bye-bye. No! Alors, il paraît pas très sympathique dans cette vidéo, un peu dictatorial. Jean-Christophe Ferraud, on a entendu parmi les hommages, par exemple, celui du maire de New York, Michael Bloomberg, qui parle d'un génie comparable à celui d'Einstein ou d'Edison. Est-ce que c'est pas un peu exagéré tout ce qu'on a entendu? Alors, je crois qu'il se passe quelque chose. Donc, on est face à un deuil planétaire. Est-ce que c'est rationnel? Non. Parce que, à mon avis, en fait, les gens sont en deuil de politique, sont en deuil de religion. Il se trouve en fait une nouvelle religion qui est consumériste. Et on fait de quelqu'un une rockstar, un génie, un super-héros, enfin comme tu le disais. Un génie, non, c'était pas un génie, c'était pas Einstein, c'était pas Vinci, c'était pas Picasso. C'était quelqu'un qui avait une vision de ce qu'il voulait faire, d'un univers consumériste, qui avait un vrai talent d'organisation et d'architecte d'une armée en fait, de 46 000 personnes, qui a su très très bien s'entourer, sélectionner des talents et amener tous ces gens-là à produire en fait tous les terminaux que l'on connaît, iPhone, iPad, etc. Mais un génie, c'est peut-être un peu galvaudé, quand même. Parce un peu exagéré. Je pense qu'on a besoin de génie, voilà, mais c'est un génie de notre époque. Cossio, vous êtes patron, Price Minister. On présente souvent Steve Jobs comme le gourou d'une secte planétaire. Vous l'analysez un peu comme ça aussi?
En tout cas, quand on voit la réaction des fans, des fidèles, j'ai envie de dire. Je pense que ça valide bien le fait qu'on est dans un monde très consumériste. Parce qu'en fait, on parlait de génie à l'instant. Steve Jobs, c'est une sorte de... Génie, j'aime pas le mot, mais disons, en tout cas, il est quelqu'un d'exceptionnellement doué dans le fait de faire consommer les gens. Et je dis pas ça négativement, il a une société, le but c'est que les gens achètent ses produits. Donc il a réussi à créer un univers marketing fabuleux, avec, à mon avis, un gros ego, mais dans son job, il en avait besoin, et donc il s'est mis très en avant, et donc les gens l'identifient beaucoup. Et je pense ce qui se passe, c'est que les gens identifient les produits Apple à Steve Jobs. Et produits Apple, c'est des produits en général qu'on touche. C'est un peu bête de dire ça, mais l'iPhone, l'iPad, on passe son temps à les toucher, donc c'est très tactile, c'est des produits qu'on a dans notre poche. Donc c'est une relation charnelle. Mais ouais, on dit souvent, les mobiles, on avait une relation particulière à son mobile. Et c'était vrai. Avec l'iPhone, c'est 10 fois plus. Parce qu'on passe son temps à les toucher, ils vibrent, on est là, on regarde. Le caresser même, on pourrait presque... Non, mais on voit les gens qui les suivent. Je rigole, mais pas complètement. Par exemple, quand il y a des traces de doigts, les gens qui les essuient comme ça avec leurs petits chiffons. Donc on est super proche de ces objets-là. Alice, puisqu'on est un peu sur les caractéristiques, le caractère, la personnalité de Steve Jobs, il y avait un côté mégalomane aussi. Il voulait quoi? Changer le monde, tout simplement? Il voulait vraiment changer le monde, effectivement, et il n'avait pas peur de le dire. Et quand Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, lui rend hommage le jour de sa mort sur Facebook, il rappelle tout à fait cette expression « changer le monde ». Steve, merci d'avoir été mon mentor et mon ami. Merci d'avoir montré que ce que tu as bâti peut changer le monde. Et il ajoute « tu vas me manquer ». Donc on est déjà dans ce genre de verbe. Juste sur l'aspect autoritaire de Steve Jobs, il faut quand même bien voir qu'il s'en servait effectivement et que c'était quand même connu, mais les internautes, même le jour de sa mort, ne l'oublient pas. Ils savent qu'il était un peu mégalomane et selon un article du Times qu'on a pu retrouver, apparemment il diffusait certaines fausses informations auprès de ses employés. Il attendait de voir ce que ça allait donner. Si la fausse information apparaissait dans la presse, du coup, il savait d'où venait la fuite et il savait aussi si sa source, c'est-à-dire l'employé, était fiable ou pas. Un moyen de trouver des fuites. Allez, on se projette un peu dans l'avenir, l'après Steve Jobs, pas pour Apple, mais peut-être pour nous, consommateurs. Qu'est-ce qu'on peut imaginer si on parle d'évolution sensorielle, Pierre Kosciusko-Morizet, vous en parliez, est-ce qu'on peut... il y a beaucoup de stimuli. Dans Internet en général, est-ce qu'on va pouvoir stimuler le goût, l'odorat pendant qu'on surfe? Est-ce que c'est une évolution? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un peu une sorte de révolution technologique, on se dit tiens, c'est un peu la dernière parce que là on a fait un truc incroyable et le prochain sera moins bien. Et puis on se rend compte qu'on a toujours des nouvelles choses qui arrivent. Donc je pense qu'on est encore, on va voir encore énormément de choses apparaître. Bon, il y a une chose quand même on parlait de toucher. Là, on est dans le toucher avec ces objets-là. Je pense qu'à un moment, on ne sera plus dans le toucher. C'est-à-dire que moi, je crois beaucoup à la commande vocale ou à la commande gestuelle. Aujourd'hui, la commande vocale, elle ne marche pas très très bien. Il y en a d'ailleurs un peu, je crois, dans le nouvel iPhone. Mais globalement, ce n'est pas un truc qu'on fait beaucoup. Ouais. Et je pense que bientôt, ça existe déjà, mais ça ne marche pas très bien. On arrivera chez nous et on dira allume les lumières, ferme les volets, mets telle musique, etc. Et puis tout se mettra en place. Et la techno, elle est là, mais la manière de le faire bien n'existe pas encore. Et parce que finalement, trimballer des objets tout le temps sur soi, c'est quand même pas très pratique. Question plus vaste pour terminer, Jean-Christophe Ferraud, sur la mutation du cerveau humain. Le journaliste américain Nicolas Carr, qui publie un livre chez Robert Laffont, le titre c'est « Internet rend-il bête ?» Rend-il bête, oui. Alors je vais vous poser la question et on va terminer là-dessus. Est-ce qu'Internet rend bête? Est-ce qu'on a moins de capacité de concentration, de mémorisation avec ces nouveaux outils? Ça pose de vraies questions, parce que je disais tout à l'heure que Jobs n'était pas un génie, mais c'était le pape d'une révolution. Cette révolution, c'est la révolution de l'interface homme-machine. On est connecté en permanence, où qu'on soit. On zappe tout le temps. On est bombardé de flux, de stimuli. Quand on est en fait sur Twitter, c'est une rivière absolument incroyable dont l'objectif est de nous faire rester le plus longtemps possible sur Internet. Exactement. Même, il faut le dire. Et quelque part, à quel moment on se pose, à quel moment on réfléchit à ce qu'on fait, à ce qu'on est, à ce qu'on devient, à quel moment on conserve de la mémoire et comment on construit notre histoire. Et ça, ce sont des vraies questions qui sont très très philosophiques, mais qu'il va falloir se poser parce qu'on est dans le temps réel, tout le temps, everywhere, anywhere. Et ça, c'est un vrai problème. Pierre Kosciusko, vous êtes pessimiste ou au contraire vous dites que le cerveau humain il a toujours muté, il s'est toujours transformé, il a toujours trouvé une solution, il va en trouver encore? Je suis optimiste prudent, c'est-à-dire je pense qu'il faut essayer de prendre du recul et se poser ces questions-là. Mais c'est vrai que l'Internet rend-il bête? Pour moi, la réponse, elle est évidemment non. En revanche, Internet nous transforme. Et donc, à partir du moment où il y a une transformation,
si on la loupe, ça peut mal se passer. Donc effectivement, il faut faire attention à couper parfois son téléphone, parce que on dit Internet, mais le téléphone mobile nous a rendu un peu bêtes avant Internet aussi. C'est le fait d'être tout le temps joignable, de jamais avoir un moment sur soi. Je pense que c'est très important. Et c'est vrai, quand on voit des enfants de 3, 4, 5 ans aujourd'hui avec des écrans tactiles entre les mains, on voit bien qu'ils vont être différents de nous. Il y a des connexions dans leur cerveau qui se font qu'on n'a pas, nous. Ils font plein de choses à la fois. C'est une évidence pour eux. Et tout ça, ça va leur permettre de faire des choses en plus, mais en même temps peut-être des choses en moins, parce qu'ils passent moins de temps à lire, ils passent moins de temps à réfléchir, etc. Et il faut s'interroger là-dessus. C'est pas comme si on lisait pas quand on est sur Internet. Au contraire, on consomme à peu près 3 fois plus, sans doute, de lecture ou même d'objets culturels qu'avant. Mais on lit 1 minute et puis on zappe. On fragmente. On fragmente, mais c'est pas pour ça qu'on en fait moins. Allez, on va terminer. C'est ce que Nicolas Scar appelle le cerveau jongleur. Voilà, on va terminer sur cette expression. Merci à tous les trois. Alice, rendez-vous évidemment dimanche prochain pour une nouvelle chronique numérique.